Le deuxième aspect, c'est l'absence d'attribution définitive. Voilà peut-être le deuxième point faible. Pourquoi? Eh bien parce que la génération, que j'appellerais la génération pivot, d'une certaine manière, elle est maîtresse de la suite donnée au testament partage. Il n'y a pas de pacte de famille. Elle n'y aura pas consenti du vivant du décujus. Après la mort, c'est un peu elle qui décidera du sort du donation-partage parce qu'elle jouera un rôle déterminant. Que peut faire l'héritier de la génération intermédiaire, hein? Vous avez une génération 1, une génération 2 et une génération 3. Nous parlons de la génération 2, celle qui fait le pivot de la transgénérationnelle, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'il peut faire, cet héritier? Il pourrait, d'une manière ou d'une autre, remettre en question le testament partage transgénérationnel. Alors, il y a une première question qui me trouble, donc je vous livre mon trouble sans vous donner forcément la solution, c'est le problème de la représentation en général, qui peut résulter soit du prédécès, hein, avant que le testament partage n'ait été rectifié par celui qui n'aura pas souscrit l'abonnement correspondant, le prédécès de la génération 2 au testateur copartageant. Et puis le deuxième cas, qui résulte désormais de la loi de 2006, c'est la renonciation de la génération 2 du vivant, enfin pardon, après la mort, bien par hypothèse, hein, après la mort du testateur copartageant, la renonciation à succession. Je ne parle pas de la renonciation au testament, je parle de la renonciation à succession. Donc nous sommes là dans des cas qui sont des cas répertoriés de représentation. Quels sont les effets du prédécès ou de la renonciation sur le testament partage? Cette question n'est pas forcément agitée souvent. Alors, le décès prématuré, première remarque. Ben, de toute évidence, ce n'est pas une manœuvre destinée à contrer les volontés du décujus. Vous êtes d'accord avec moi? On ne se suicide guère pour contrarier son père dont on sait qu'il a consenti un testament partage qu'on réprouve. Il y a des tas de raisons pour mettre fin à ces jours, mais celle-là n'est pas la plus répandue, si vous voulez, hein. Déjà, il faudrait avoir connaissance du testament partage, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Nous faisons partie tous d'un petit club de privilégiés, ceux qui en ont entendu parler. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, dans un testament partage ordinaire, le prédécès du copartagé appelle ses propres enfants par le jeu de la représentation dans la succession du grand-parent copartageant. On pourrait se dire, finalement, rien de plus simple. Ben, ils accèdent par représentation au lot qui était prévu pour leur auteur prématurément décédé. Mais rien que ça, qu'on rencontre, hein, certains auteurs vous disent il y a représentation, ils accèdent au lot de leur père prédécédé. Mais rien que ça me trouble un peu. Je suis facile à troubler, vous l'avez compris, hein. Ça me trouble un peu, pourquoi? Eh bien parce que dans le testament partage, il y a beaucoup d'autorité, encore une fois. Ce qui le distingue d'une collection de legs, d'attributions, ben c'est que le décujus, il a voulu que ça aille au bénéficiaire, à UX. Bon. Et s'il est décédé entre-temps, est-ce qu'il aurait fait la même attribution à ses propres enfants? Je n'en suis pas sûr. Donc là, la représentation, on ne sait pas si elle joue au fond. Je ne suis pas persuadé qu'elle joue. Voilà. Et puis surtout, on peut se dire qu'il était libre, après le décès prématuré de son descendant, de la génération 2, de rectifier son testament partage s'il avait voulu attribuer les lots qu'il avait préparés, si j'ose dire, pour le fils prédécédé et déterminer ce qu'il voulait en faire à l'égard des propres enfants de ce dernier. Il y aurait peut-être quelques indices dans l'analyse des volontés du décujus, mais là ça va devenir compliqué parce que en cas de conflit, il faudra aller voir les juges du fond, seuls appréciateurs de la volonté du décujus. Autrement dit, je vous donne un exemple. Si le testament partage était une manière d'allotir, mais dans une parfaite égalité, les formules que Ludivine a prononcées tout à l'heure, hein, ayant une égale affection pour mes enfants et soucieux de désamorcer les difficultés que pourrait représenter le choix des biens qui composeront leur lot, je leur assigne et je veux qu'ils reçoivent les biens suivants
respectivement. Bon, si c'est une volonté égalitaire, après tout, on peut se dire la représentation a quelques logiques à jouer, puisque on est là quand même dans un processus qui s'apparente à un partage en nature. Bon, et un partage égalitaire en nature. Mais si vous avez affaire à un partage inégalitaire, bien malin qui sait, s'il aurait accordé les mêmes avantages, entre guillemets, à ses petits-enfants que ceux qu'il accordait à son propre descendant, à la première génération. Alors, plus compliqué encore, bien sûr, c'est si la génération intermédiaire renonce. La génération intermédiaire renonce. Quel est le problème? Le problème, c'est que, est-ce que ça appelle sa souche, comme il est logique, ou pas? La question n'est réglée nulle part. Le caractère impérieux du testament partage ne nous donne pas la solution, parce qu'on ne peut pas savoir ce que le décujus aurait voulu faire dans le cas où l'attributaire de la deuxième génération choisirait de renoncer à la succession, encore une fois, à la succession, est-ce qu'il admettait que l'intéressé soit représenté? Alors là, le notaire qui a conscience de la difficulté, que peut-il faire? Essayer de la désamorcer. Voilà, là encore, au travers d'un exemple, il est opportun de prévoir justement ce qu'il a lieu d'advenir pour être fidèle à la pensée du client que vous avez dans votre bureau. Donc, dans le cas qu'on vous présente, la grand-mère G1 laisse un testament de partage ordinaire par lequel elle allotit notamment G2, donc l'une de ses 3 filles, laquelle a une fille, G3. Si G2 vient à décéder avant donc G1, la grand-mère, il paraît admissible donc que G3 vienne par représentation à ses droits dans le partage testamentaire. Et là encore, il faut prévoir des attributaires du lot de second rang, parce que ce n'est pas évident. En revanche, si G2 venait à renoncer à la succession, rien ne permet de penser que G3 viendra au droit de son auteur, sauf bien sûr si vous avez stipulé quelque chose dans le testament, par exemple donc à propos d'un bien que le décujus aurait voulu garder dans la lignée de la souche. Alors vous voyez que cette question qui se pose dans le testament partage se pose encore plus, si j'ose dire, dans le testament partage transgénérationnel. Vous faites quoi dans un partage transgénérationnel si la génération numéro 2 renonce à la succession? Je ne dis pas renonce au partage, je dis renonce à la succession. Bien écoutez, là aussi, ce que je crois, c'est qu'il faudra conseiller au notaire de prévoir le type de disposition précise qui règle cette difficulté sans même parler de représentation, mais en disant, voilà, si la première génération qui a passé son tour, je vais vous le dire comme ça, vient à renoncer, si la première génération vient à renoncer à la succession, alors qu'elle avait reçu une partie, par exemple, elle avait reçu moitié du lot, la deuxième moitié advenant aux héritiers de troisième génération, eh bien, voilà ce qu'il adviendra du lot de la génération numéro 1. Son sort sera ainsi réglé. Deuxième cas, qui peut mettre en cause le testament partage. Au lieu de renoncer à la succession, la génération numéro 2 renonce à son lot, ce qui est une autre affaire. Ça suppose bien entendu que l'opération ne soit pas acceptée par la génération numéro 2, la génération intermédiaire. Le fils dit moi j'avais pas, voilà, je ne savais pas que mon père avait pris ces dispositions. J'avais un lot dans le testament partage transgénérationnel. Je ne veux pas de ce lot, il ne me convient pas. Que se passe-t-il? Est-ce que dans la transgénérationnelle, on peut présumer qu'il y a une volonté répartitrice à l'égard des propres petits-enfants, c'est-à-dire le lot qu'il a reçu ne lui convenant pas, passe-t-il automatiquement aux petits-enfants? Qu'est-ce qu'il reste surtout de la qualification de testament partage si la génération numéro 1 renonce
a bénéficié de son lot, est-ce que vous pensez que cette autorité du décujus survivra à ce démenti? Il avait prévu une organisation autoritaire, cette organisation autoritaire est démentie tout simplement parce que les volontés ne se sont pas rencontrées. Est-ce que c'est encore un testament partage si la génération numéro 2 renonce? Est-ce qu'il y a encore une répartition autoritaire? C'est un vrai problème. Donc là, je vous aurais plutôt fait partager des doutes que procurer des solutions. Je pense que la jurisprudence devrait se prononcer. Il peut y avoir un testament partage dont l'organisation autoritaire est à la merci, y compris lorsqu'elle est prévue sur 3 générations, de la réaction de la première génération, enfin de la deuxième génération, j'en suis pas sûr. Alors on peut se consoler en se disant qu'il y a une utilité marginale, du flou qui règne un peu sur ce testament partage transgénérationnel. Pourquoi une utilité marginale? Eh bien parce qu'il y a un régime juridique dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, et sans doute aussi parce que, d'un point de vue pratique, le champ est restreint de l'utilité de ce testament partage. Un régime juridique incertain en quoi? Sur la réduction, quelques questions restent en suspens. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une collision d'une certaine manière entre l'intuitus personné qui caractérise l'allotissement et la logique de souche, mais d'une souche qui n'a pas été consentie. Les titulaires de l'action, ce sont les réservataires, vous êtes d'accord avec moi? Qui est titulaire de l'action en réduction? Ce sont les réservataires. Alors, imaginons que la génération intermédiaire s'est totalement effacée, c'est-à-dire que le décujus a prévu, j'ai 3 enfants, dans 2 souches, j'assigne des lots à mes enfants, et dans la 3e, je prie mon 3e enfant d'accepter que les lots auxquels il pourrait prétendre soient attribués à ses propres enfants. Nous avons affaire à un enfant docile. Après la mort du décujus, il dit pourquoi pas. Je suis content de ce qui a été prévu, donc j'accepte la succession par ailleurs, et j'accepte aussi, en ma qualité d'héritier, les termes du testament partage transgénérationnel. Et puis voilà qu'on s'avise que la réserve de la souche n'a pas été remplie. Que faire? Qui peut agir en réduction? Les enfants sont, dit la loi, de simples bénéficiaires copartagés, mais ce sont des héritiers de second rang, qui ne sont pas titulaires de la réserve héréditaire, bien sûr qu'ils ne sont pas. Oui, titulaires de la réserve héréditaire, puisqu'ils ne sont pas appelés à la succession, ils sont plutôt bénéficiaires d'une sorte de legs, puisque bien sûr, ils ne sont pas héritiers présomptifs. Alors ils sont dans la situation paradoxale que, d'une part, leur réserve héréditaire, celle de la souche, est atteinte, et d'autre part, il me semble qu'ils n'ont pas l'exercice de l'action en réduction, puisque ce sont des tiers. Est-ce qu'on peut reconnaître qu'un tiers serait titulaire de l'action en réduction en une matière d'ordre public? Ça ne trouble peut-être que moi. Peut-être que je suis complètement à côté du sujet. Mais ça me trouble un peu quand même, parce que des héritiers non appelés puissent exercer l'action en réduction, c'est quand même une pièce de collection, me semble-t-il. Et puis il y a, Michel en parlait tout à l'heure, cette fameuse, comment peut-on dire, ce fameux traitement dans la succession de la génération numéro 2 des lots reçus de la génération numéro 1. Comment est-ce qu'on va accueillir le testament partage transgénérationnel à la succession de G2, de la génération intermédiaire, de la génération pivot? Dans les donations en partage, on sait faire, ça vous a été exposé par Michel Grimaldi tout à l'heure. C'est-à-dire on va faire comme si ça avait été reçu à titre de donation de la génération numéro 2, de la génération pivot, celle qui s'efface. Bien. Et la motivation, rappelez-vous, c'est la rupture d'égalité possible. C'est l'une des deux motivations, c'est celle qui survit ici. Rupture de l'égalité possible
dans la 3e génération. Alors, prenons le cas du testament partage transgénérationnel, qui attribue, avec l'accord bienveillant de la génération numéro 2, à 2 enfants de la génération numéro 3 un certain nombre de lots assignés par le testateur copartageant. Et puis voilà que la génération numéro 2 se reproduit. Voilà qu'elle a un enfant supplémentaire. Que faut-il faire? Que faut-il faire dans ces cas-là? Il n'est pas dit d'ailleurs que le testateur soit informé. Il y a des enfants qui sont méconnus de la famille, me dit-on. Je vous en parle par oui-dire, mais mes amis notaires me disent que ces choses-là se rencontrent parfois à l'ouverture de la succession. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire, celui-là? Est-ce qu'il a un droit à ce que soit rétablie l'égalité à l'intérieur de la souche? C'est-à-dire, est-ce qu'il va pouvoir, alors qu'il a été conçu postérieurement, après la fête, disait Michel, là, ça sera après la rédaction du testament partage, le voilà qui arrive, et qui dit, mais moi je n'ai pas, vous avez fait le partage de la succession grand-paternelle, moi je n'ai pas été concerné, donc mon père est mort, j'ai droit à ma part dans la souche. Est-ce que c'est certain? Est-ce que les textes l'autorisent à défendre ce point de vue? Là encore, bien que ce soit l'assignation de lot, c'est-à-dire un partage en nature, on peut se poser toujours la même question. Il est probable que si c'était égalitaire entre les souches et à l'intérieur de la souche où il était demandé à l'héritier pivot de s'effacer, on pourrait se dire que la volonté du décujus était une volonté égalitaire, mais on est là quand même en train de se livrer à des interprétations tardives de la volonté d'une personne qui, par hypothèse, est morte il y a un certain temps, puisque le grand-père, il était mort, c'était même le testament partage non appliqué, et là on est en train de parler de la mort du père. Comment se sortira-t-on de cette mauvaise affaire? Je pense que c'est quand même un pouce au contentieux. Là aussi, peut-être faudrait-il prévoir ce qu'il adviendrait si... voilà. Et ça, qui pourrait le prévoir? On peut le prévoir dans une donation-partage parce que les gens sont présents et consentants. Le problème, c'est que là, les gens ne sont plus présents et n'ont pas forcément pensé au problème. Voilà. Alors, après, il faut se poser de deuxième part la question du champ pratique. Il est restreint par d'autres raisons et je vais te laisser les exposer. Alors, ce qui fait que le testament de partage est très peu utilisé tient également à 2 considérations très pratiques pour nous notaires. Le premier, c'est l'impossibilité pour le testament de partage transgénérationnel d'englober des biens communs. C'est assez regrettable quand on sait qu'aujourd'hui, 80% des personnes qui sont mariées sont soumises à ce régime légal. Et donc, ces personnes-là n'ont pas la possibilité de disposer des biens communs dans le testament de partage transgénérationnel, sous peine quoi? Mais sous peine de nullité de la totalité du testament de partage. Donc, c'est l'intégralité du testament qui encourt la nullité. Donc, ce testament de partage, finalement, est restreint à des gens qui sont mariés en séparation de biens, à des concubins, à des partenaires, ou à des personnes mariées en communauté, mais qui ne pourront agir que sur leurs biens propres ou leurs biens personnels. Vous retrouverez tout cela dans un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile du 5 décembre 2018, qui donc l'indique également. Alors, cette impossibilité de mettre des biens communs dans ce testament de partage est à mettre en parallèle avec la validité qui est possible des legs de biens communs. C'est l'article 1423 du Code civil qui le prévoit. Et donc, on se dit qu'à ce stade-là, la solution est assez redoutable pour les testaments holographes qui ont peut-être été rédigés et qui traînent peut-être dans la nature, parce que les nullités risquent d'être assez importantes et on n'arrivera pas à les sauver. La seconde considération, donc, qui met en lumière le faible intérêt pratique de ce testament, c'est l'impossibilité donc du testament conjonctif. On l'a vu tout à l'heure. Michel Grimaldi l'a exposé, la donation-partage conjonctive
est tout à fait possible avec la confusion donc dans une masse unique. C'est totalement interdit dans le testament partage. Et tout cela est également à mettre en lumière avec les familles recomposées, puisqu'il ne sera pas rare aujourd'hui que dans les familles recomposées, ils cherchent donc à allotir les enfants et des petits-enfants, même si l'enfant ne pourra recevoir donc de son ascendant testateur que ses biens propres. Et donc si nous faisons le parallèle entre cela ou une donation-partage transgénérationnelle, ce même enfant, dans la donation-partage transgénérationnelle, aurait pu recevoir donc les biens communs du couple. Bien évidemment, le conjoint de son auteur aurait, lui, pas la casquette de donateur, mais la casquette de la personne qui consent à ce que les biens de communauté soient donnés, en vertu donc du principe de la cogestion, qui est l'article 1422 du Code civil. Donc tout ceci pour vous indiquer que nous pensons que ce testament de partage transgénérationnel est un acte qui est un petit peu une niche, qui va vraiment être réservé à très peu de personnes. Et d'ailleurs, je pense que si on fait un sondage aujourd'hui, les notaires présents dans la salle ne contrediront pas. C'est un outil qui est très très peu utilisé. Voilà, vous avez compris de quoi ça procède. Ça procède de ce rendez-vous manqué entre les volontés, d'une part, de quelques incertitudes juridiques, d'autre part, et du fait que 80% des gens étant mariés sous la communauté, qui représente souvent 80% de leur patrimoine, ça éliminera du testament partage tout court et du testament partage transgénérationnel une bonne partie de leur patrimoine, d'où la remarque qu'il s'agit assurément d'un acte de niche, entre guillemets.